Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 32 du podcast Ma Ligue 2. Alors ça y est, la saison 2019-2020 est officiellement terminée, même si tous les verdicts n'ont pas encore été rendus par le conseil d'administration de la LFP. On rappelle donc que Toulouse et Amiens ont été relégués en Ligue 2, tandis que Lorient et Lens retrouveront la Ligue 1 la saison prochaine. En revanche, en bas de tableau, le suspense demeure toujours pour Le Mans et Orléans, puisque l'idée d'une Ligue 2 à 22 clubs la saison prochaine est toujours d'actualité. La décision finale sera rendue le 20 mai prochain lors de l'Assemblée générale de la Ligue. Dans la deuxième partie de l'émission, nous listerons donc quelques tops et quelques flops de la saison par la rédaction de Ma Ligue 2 avec mes acolytes habituels. Laurent Mazur, notre jeune papa. Salut Laurent. Salut, salut, Dorian, bonjour à tous. Bon, tout va bien, on imagine. Hein. Très très bien, alors là, ça c'est sûr. Et puis on est avec notre moins jeune papa, Philippe. Salut Philippe. Ouais, ça va moins bien. J'en ai trois. C'est plus fatigant. Laurent, tu verras. C'est du sport aussi. Tout va bien. Et messieurs, pour commencer ce podcast, place à l'interview de notre invité, un joueur qui ne sera pas concerné par la saison 2020-2021 de Ligue 2. Enfin, on suppose qu'il suivra toujours le championnat, évidemment, mais il ne sera plus sur les terrains. En effet, nous recevons Jonathan Tinan, l'attaquant de Grenoble, qui a annoncé sa retraite sportive. Salut Jonathan et merci d'avoir accepté notre invitation. Salut à tous. C'est avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Et puis, évidemment, avec toi, on va revenir un peu sur cette saison à Grenoble et sur ta carrière et puis sur ton choix d'avoir pris ta retraite sportive. Mais mes premières questions, est-ce que tout va bien et comment tu vis ce confinement? On voit derrière toi que ça va, le décor est plutôt sympa déjà aujourd'hui. Ouais, je reste dans le vert pour pas trop être dépaysé, comme ça me rappelle un peu la pelouse. Mais non, tout va bien. Je suis en bonne santé, ma famille est en bonne santé, donc franchement, vu les temps qui courent, c'est vraiment l'essentiel. Donc voilà, la santé c'est le plus important et tout le monde va bien de mon côté. Et ma deuxième question, elle est évidente. On va tout de suite aborder ce sujet, mais pourquoi avoir pris cette décision de raccrocher les crampons, on va dire assez tôt? Tu n'as que 30 ans, donc voilà, qu'est-ce qui t'a motivé à annoncer ta fin de carrière? J'ai surtout envie de dire aussi pourquoi pas, parce que on n'est pas obligé d'aller au bout du bout de sa carrière, en tout cas de ses possibilités physiques. Moi, ça fait un moment que je réfléchis à arrêter ma carrière. Mon choix trotte dans ma tête déjà depuis un certain temps et ma décision était déjà quasi prise l'été dernier avant de venir à Grenoble. Et je voulais absolument finir chez moi, revenir à Grenoble. Donc voilà, je remercie le club d'ailleurs de m'avoir permis de rentrer chez moi pour boucler la boucle comme il faut. Et puis voilà, mais après voilà, j'ai d'autres projets qui arrivent et en fait voilà, on va dire j'ai déjà la tête ailleurs. Voilà, D'accord. Ouais, non, je disais c'était plus facile du coup voilà, de se dire stop quand on a d'autres projets, quand on a d'autres ambitions dans la vie, même à 30 ans, qu'on est jeune encore en tant que sportif, mais j'imagine voilà, que c'est plus simple, c'est ça de se projeter. Ah ben forcément, de toute façon, moi c'est ce qui m'a fait arrêter, c'est que j'avais d'autres projets derrière. Je pense qu'il aurait été hors de question que j'arrête si je n'avais rien derrière. Après moi c'est des challenges et des projets qui m'attirent en fait. Là à l'heure actuelle, je suis plus attiré par ça que par le football. Donc du coup voilà, donc j'ai plus envie de m'investir dans mes projets à venir. Et après voilà, le football c'est un sport quand même très très exigeant et si on n'y est pas à 100%, on n'arrive pas à rester au top. Donc voilà, à moins d'être un génie et c'est pas mon cas. Donc voilà, j'ai préféré voilà raccrocher. J'ai trouvé que c'était le bon moment et surtout j'ai eu la chance de pouvoir le faire chez moi à Grenoble. Donc voilà. Justement, tes projets pour l'avenir, est-ce que tu peux déjà en parler? Est-ce que c'est un projet naissant? Est-ce que ça fait déjà quelques années que c'est quelque chose que tu mûris? Où tu en es de ce côté-là? Oui, ça se prépare depuis quelques années, mais je peux en parler avec plaisir, bien sûr. J'ai repris moi mes études moi à 25 ans, donc dans le web design, dans la création de sites internet et dans le marketing digital. Et une fois mes diplômes obtenus, en fait, j'ai créé ma première société de création de sites internet. Où là, bon, j'avais ma société créée, mais voilà, je bossais plus pour des amis. Voilà, je refusais pas mal de clients parce que du coup, j'avais pas le temps parce que j'étais encore quand même très très investi dans le foot. Mais c'était voilà, je commençais à me former quand même, voilà, et de faire ça pendant mon temps libre.
Et là, j'ai une autre société avec ma femme et mon beau-frère, un autre associé, qui s'appelle Argentoé, enfin Argent & maintenant. Et du coup, en fait, on utilise les propriétés de l'argent, parce que l'argent, en fait, a des propriétés antimicrobiennes naturelles. Et du coup, on crée des produits à base de microfibres d'argent pour la peau, pour la santé, pour la beauté, et tout en restant aussi zéro déchet au maximum, parce que voilà, je suis très attaché aussi à l'écologie. Super. Et du coup, voilà, tu es déjà bien lancé. Comme tu disais, tu avais déjà bien réfléchi à cette reconversion. Comment, voilà, Grenoble a accueilli. J'imagine que les dirigeants du coup étaient plutôt prêts. Tu leur en avais déjà parlé que tu comptais arrêter du coup quand tu as signé l'été dernier. Honnêtement, non. Honnêtement, non. Enfin, voilà, c'était. Alors, il y avait ils avaient en entendu parler un petit peu parce qu'il y avait des rumeurs. C'est vrai que moi, j'en discutais un peu avec les joueurs Ouais, de temps en temps, mais c'était plus en se chambrant. Voilà, on en ouais, rigolait. Voilà, moi, je leur disais non, mais c'est bon, c'est ma dernière saison. Ils y croyaient pas. Ils me disaient mais non, t'arrêteras jamais. Tout ça. Mais en tout cas, voilà, ma famille, mes proches et mes agents étaient au courant. Voilà, c'était les seules personnes qui étaient au courant officiellement, qui savaient que c'était ma dernière saison. Voilà, le reste, non, n'était pas au courant officiellement. J'avais tout prévu, hein. J'avais un peu le scénario dans ma tête, mais tout a été un peu chamboulé vis-à-vis du Covid-19. ouais, bien sûr. Et du coup, j'ai pas eu l'occasion de l'annoncer, en tout cas, de vive voix à mon staff. Donc voilà, je l'ai quand même annoncé avant à mon staff et aux joueurs de mon équipe. Hein. Je leur ai annoncé avant de l'annoncer sur Instagram. Mais voilà, ça s'est passé officiellement. Voilà. J'avais prévu en fait de l'annoncer à la base le 15 avril, un mois avant la fin de la saison, Hmm. qui Est-ce selon que, était classique. est-ce que le fait d'avoir fait un passage à 3 où finalement tu as peu joué par rapport à ce que tu pouvais faire, ou t'es peut-être pas, enfin voilà, on aurait pu attendre à ce que tu joues voilà plus, que tu prennes peut-être plus de plaisir, mais est-ce que ça a accéléré ce processus de reconversion? Oui, c'est possible. Je peux pas le nier parce que 3 aurait pu être un deuxième élan dans ma carrière, on va dire. Et ça l'a pas été. Mais bon, après, même en arrivant à 3, j'étais quand même déjà très, très investi dans mes études. Hein. Ouais. J'avais déjà fait les études, ma priorité à ce moment-là. Et 3 avaient accepté. Donc, d'ailleurs, je les remercie pour ça. Ils m'empêchaient pas d'aller passer mes partiels à Paris. Donc, voilà, ils auraient pu mettre un peu des pattes dans les roues. Ils l'ont pas du tout fait. Ils m'ont soutenu de ce côté-là. Mais voilà, après, voilà, je pense que quand on n'est pas investi à 100% dans ce box professionnel, c'est dur de rester au top. Donc, voilà, je pense que j'ai fait mon maximum, en tout cas, de ce que je pouvais donner. Voilà. Ouais. Et, Est-ce et- et- que l'apogée de ta carrière, pour revenir un peu sur ta carrière et refaire un peu le backup, est-ce que ce serait pas la première partie de saison avec Camien il y a 3 ans, où tu cartonnes et justement après où tu signes à 3, et justement dans cette question, s'il y a eu d'apogée, et est-ce qu'en même temps il n'y a pas un regret de ne pas avoir vécu la montée avec Camien aussi? Oui, clairement, sportivement, c'est la meilleure période de ma carrière. Hein. C'est là où j'ai le plus joué, c'est là où j'étais le plus épanoui, c'est là où j'étais le plus performant. Donc oui, oui, sans hésitation, c'est Amiens. Après, des regrets, je sais pas. Enfin, dans la vie, on peut toujours avoir des regrets Ouais, c'est ou faire sûr. les choses autrement, mais Tu as connu la c'est sûr montée que avec 3 en plus. ouais, mais Voilà. voilà. Au final, je peux dire que j'ai vécu deux montées avec deux clubs différents pour une seule saison. C'est super. Donc voilà. Donc, non, du coup, je suis super content et je regrette pas. Je pense que au moment où je signe à 3, voilà, c'était un choix réfléchi et voilà, c'était un choix aussi ambitieux et Bien sûr. je voulais vraiment donner un deuxième élan dans ma carrière, mais bon, voilà, après, il est arrivé ce qui est arrivé, mais non, voilà, je regrette pas mon CV, mon parcours. Ça aurait pu être autrement, certes, mais, euh, mais bon, voilà. Et aussi, on peut signaler ceux qui ne le savent pas que tu es champion de Ligue 1 aussi avec Montpellier Champion de quand tu France. étais jeune. Ouais, non, mais c'est vrai, je pense que mes agents et moi, on a eu du nez à chaque fois dans ma carrière, dans le choix des clubs que j'ai fait, donc je m'en suis plutôt pas mal sorti. Mais après, voilà, c'est vrai que pour faire un bilan sur ma carrière, on va dire que j'ai un beau CV, mais si on regarde le bilan, j'ai quand même pas énormément joué sur 10 ans de carrière.
c'est un regret, enfin c'est un regret, non, on va arrêter de parler de ce mot-là, mais par exemple, pour revenir à ton passage à 3, c'est vrai qu'il y avait du coup une forte attente, parce que tu avais cartonné pendant 6 mois avec Amiens, et c'est vrai que statistiquement, en tout cas pour un attaquant, ça s'est pas forcément traduit, voilà, avec les chiffres à 3. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage à l'Estac Bah, en fait, je pense que ce qui a fait ma force de mon passage à Amiens, c'est que je m'étais vraiment détaché du football à ce moment-là. En fait, voilà, je suis allé à Amiens pour jouer au football, pour prendre du plaisir sur le terrain et j'avais en plus décidé de reprendre les études à ce moment-là. Donc, je me suis dit, voilà, le football, c'est que du plus. Maintenant, tu te concentres sur les études et tu t'aères la tête au football. Et c'est ce qui a fait ma force. Et après, c'est vrai que du coup, ben, j'ai été performant. Ouais. Et en en signant à 3, je me suis remis dans le contexte footballeur. Parce que voilà, je voulais vraiment donner un deuxième élan à ma carrière. Je savais que j'allais pas jouer encore très très longtemps, mais je voulais finir en beauté, quoi, en gros. Et du coup, je pense que c'est ce qui a causé un peu ma différence de niveau, parce que du coup, voilà, je me suis mis peut-être trop de pression, j'ai été moins détaché, j'avais moins l'esprit libre et voilà, en fait, à chaque fois que j'étais trop concentré sur le football, au final, Mais ça a pas aidé. paradoxal, en fait, voilà, c'est ça. Ouais. C'est quoi Euh, aujourd'hui, bah, c'est ton rapport avec le football justement et le sport en général? Ah, ça coupe du oh, côté de chez Philippe. ouais, on a une petite problème de Ah, chez qualité. Philippe. C'est quoi? Ah, Tu te vois reprendre la matière? Ah, alors, attends, ça Philippe, coupe. je pense, Philippe, un problème de ouais. connexion, ouais. Ouais. Ah, Je disais pardon. juste, non, il disait juste, quel est ton rapport aujourd'hui avec le sport? Est-ce que tu vas continuer en amateur ou est-ce que tu vas complètement tourner la page du sport? Je pense que si j'ai bien compris, c'était à peu près ça. Alors, bah, mon rapport avec le sport, non, bah, j'aime toujours autant le sport, hein. Là, je suis en vacances, confiné à la retraite et je fais du sport toujours, hein, donc je continue. Après, non, non, je pense pas jouer au football pour la saison prochaine, ça c'est sûr. Ce serait trop difficile pour moi juste après d'avoir arrêté de retourner en amateur tout de suite et en me donnant aussi en investissant parce que voilà, je crache pas sur le football amateur et j'ai pas envie d'y aller comme ça en dilettante et d'arriver Mhm. dans un club et me prendre pour je ne sais quoi, voilà, pour jouer comme ça. Donc non, non, là, j'ai envie de prendre du temps pour moi, pour ma famille, pour mes projets. Et je pense me mettre au tennis aussi quand même. Ah, ouais. Ah, ah. Et donc après, est-ce que tu envisagerais peut-être d'encadrer des jeunes, avoir un rôle dans un staff ou comment est-ce que tu vois ça à une échelle Non, plus longue, non? non, non, pas du tout. Honnêtement, je me vois pas rester dans le milieu du foot, en tout cas Ouais, au milieu professionnel, hein, je parle. Non, non, je me vois pas du tout rester, rester là. En plus, mes projets me prennent du temps, bien sûr. ma famille. Donc voilà, si je veux pouvoir aussi accorder du temps à ma famille, à mon avis, ça va être dur de jouer sur tous les tableaux. Mais après, non, en amateur, avec des jeunes, pourquoi pas plus tard, mais pas dans l'immédiat, pas à court terme. D'accord. D'accord. Pour revenir au présent plutôt, enfin au passé récent, qu'est-ce que tu penses de la saison du GF 38 d'un point de vue collectif et d'un point de vue plus personnel aussi? Bah, ça va se ressembler un peu, hein, les deux discours. On va dire que c'est une bonne saison, mais là, on peut avoir des regrets parce qu'on peut se dire qu'on aurait pu faire mieux. Je pense on avait un bon collectif, qu'on n'a pas toujours su jouer avec nos forces, mais voilà, on a été une équipe très, très dure à manœuvrer, très dure à battre dans Hmm. ce championnat. Et voilà, je pense qu'on a perdu beaucoup de points qui nous ont coûté cher à chaque fois pour faire des séries, pour gagner des matchs. Voilà, je trouve qu'on a très peu de victoires quand même sur la saison. Beaucoup de matchs où on s'est fait égaliser à la fin, des matchs qu'on perd et qu'on doit jamais perdre. Je pense au match de Niort à domicile. Non, donc ouais, c'est là pour le coup, oui, j'ai un peu de regret sur le plan collectif et aussi sur le plan individuel. Voilà, j'aurais préféré finir avec un peu de meilleure stats, mais bon, j'ai réussi à prendre beaucoup de plaisir quand même sur le terrain avec cette équipe, avec ce staff, Ouais. et c'est ce que je retiens parce que voilà, Et ça m'a permis quand même de finir une saison en jouant parce que j'aurais pu aussi faire le choix de finir à 3 ouais. en restant sur bonne touche et voilà, j'ai préféré finir comme ça quand même.
D'accord. Et comment est-ce qu'on explique que Grenoble, cette année, a pu se performer loin de son stade plutôt que justement au stade des Alpes? Vous avez peiné à gagner. On a souvent reproché cela aussi. Il y a un manque aussi de buts. Ouais, bah, c'est vrai que je pense qu'aussi que la force de notre équipe était plus adaptée pour jouer à l'extérieur. Clairement, voilà, on était une équipe solide défensivement et qui joue en contre. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de jouer à l'extérieur de cette manière-là qu'à domicile. À domicile, où on a plus d'attentes, le public aussi a plus d'attentes et on veut faire le Ouais. jeu. Et du coup, on se faisait prendre à notre propre jeu. Donc, c'est vrai que ça nous a joué des tours. On n'a pas trouvé la bonne formule à domicile, c'est dommage parce qu'en étant aussi performant à l'extérieur, c'est vrai qu'il y avait moyen de faire une belle saison. Si on avait été aussi performant à domicile qu'à l'extérieur. D'accord. Et comment tu as apprécié ta saison avec Philippe Gilberger? On sent qu'il y a une véritable osmose quand même avec le coach depuis 2 ans là-bas. Enfin, toi, tu es arrivé l'été dernier, mais on sent que le travail voilà, depuis 2 ans avec Philippe Inchberger passe très très bien à Grenoble et que les joueurs ont l'air de vraiment apprécier aussi ces méthodes de coaching. C'est vrai que c'est l'une des choses qui a beaucoup aussi joué au fait que je suis né à Grenoble, même si c'était ma ville de naissance. Mais c'est le rapport humain qu'a Philippe Inchberger avec son groupe. Ouais, je me suis pas mal renseigné sur les joueurs que je connaissais. Et c'est ce que je voulais pour finir. C'était vraiment le rapport humain. Voilà, c'est ce qui m'a manqué à trois avec mes coachs. Et je voulais absolument pas retrouver ça. Donc voilà, c'est vrai que je trouve que ce rapport humain, on le perd trop dans le football professionnel. Je l'ai retrouvé, moi, avec le staff de Grenoble. Philippe Inchberger, c'est un coach qui est très proche de ses joueurs, qui a le dialogue facile, avec qui on peut parler, qu'on joue ou qu'on joue pas. Et je trouve que voilà, c'est ça, moi, c'est ce que je recherche, c'est l'honnêteté. Enfin, voilà, quand tu joues pas, on t'explique pourquoi tu joues pas. Quand tu joues, on te le dit. Mais voilà, même s'il faut pas aller voir le coach tout le week-end, je suis d'accord, mais voilà, il y a un minimum d'échange. Et ce coach-là, il l'avait. Donc voilà, son bureau était ouvert. Ça, c'est un discours que beaucoup de coachs Ouais. ont. Le bureau est ouvert, mais Pas parfois, beaucoup tu vas, qui ils t'écoutent s'applique. pas. Ouais, Voilà. puis le dialogue social, on peut, et le dialogue simple, plutôt, on peut pas dire que c'était le fort de Rui Almeida. Mais bon, Ouais, voilà. Donc, on est d'accord. Mais donc, voilà. voilà. Non, non, mais du coup, voilà. Non, non, je suis très content d'avoir fini comme ça. Mais c'est vrai que ça a beaucoup joué dans mon choix de signer à Grenoble. Et Alors, l'été dernier, alors je me rappelle plus, tu es parti avant la nomination de Laurent Batles ou après, mais tu es parti quand? Avant ou après? Parti 2 jours avant. Avant la Je crois que même, nomination? ouais, même la veille peut-être. Et Bon, tu je ne l'avais savais, pas eu au téléphone, il avait pas essayé de te retenir? non, 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 non. Lolo, c'est quelqu'un que je connais parce que moi, j'ai joué avec lui. J'ai joué avec lui quand il était à Grenoble. Ouais. Donc voilà, Lolo, je le connais. Mais non, non, enfin, en fait, c'est vrai que quel que soit le coach qui allait arriver, mon choix était Il déjà était fait déjà de fait. revenir à Grenoble. Voilà. Mm. Donc, c'est vrai que Lolo, c'était peut-être le coach idéal pour que je reste parce que je connaissais. Je sais que voilà, c'est un très bon mec et que lui, il a Ouais. justement le dialogue, le rapport facile. Mais voilà, j'avais vraiment besoin de rentrer chez moi et que comme je savais que ça allait être plus ou moins ma dernière saison, c'était important de rentrer chez moi et de jouer près de ma famille pour finir. Mm. Jonathan, avant qu'on passe à la deuxième partie de l'émission, juste étant donné que tu es un jeune retraité, est-ce que je vais te prendre un peu au dépourvu, mais si je te dis voilà quel est le meilleur match que tu as disputé au cours de ta carrière, s'il y en a le premier qui te viendrait à l'esprit comme ça, alors que ce soit en termes sur le plan personnel ou collectif, mais s'il y a un match comme ça voilà qui à ressortir, lequel ce serait? Il y a dû Euh, en avoir beaucoup, j'imagine. Mais... c'est Nîmes Amiens à Nîmes en Ligue 2. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte du coup de ce match? Bah, du coup, je crois que c'est en milieu de championnat. Nous, on était sur une bonne période, une bonne série. Et je C'était crois qu'on pas perd au deux, tout début, plutôt? on perd 2-0 à la mi-temps, je crois. C'était Exact. en première partie de saison, c'est sûr. 2-1. Vous perdez 2-1 à la mi-temps. 2-1, J'ai la on fiche perd 2-1 technique à la mi-temps. exactement. Ok, ouais. Tu ne marques pas, en plus, si je ne me Non, trompe pas. Et vous ouais, gagnez ouais, ouais. 3-2 avec des buts de Guessouma et de Dibassi. Voilà. Et Bourgo qui marque le premier, je crois, sur coup franc. C'est ça.
Ouais, Et ben voilà, pourquoi? en fait, pourquoi? Parce que même en n'ayant pas marqué, je trouve que ça a été mon match le plus plein. Enfin voilà, je pense que c'est le match où j'ai presque réussi tout ce que je faisais. Donc Ouais, si j'ai pas marqué, t'as c'est même pris un jaune, ça c'est sûr. mais voilà, même si j'ai pas marqué, c'est vrai que non, voilà, c'est un match que je retiens parce qu'en plus, en ayant joué à Montpellier, j'avais encore beaucoup d'amis là-bas, et beaucoup d'amis qui étaient venus voir ce match. Et voilà, j'avais été content de réussir ce match. Ouais, je pense que c'est le plus abouti pour plein. Mon frère qui est très critique avec moi m'a dit la même chose. Donc, Et Et j'avais juste une petite question par rapport à Amiens, justement. Aujourd'hui, Amiens est relégué en Ligue 2. Et paradoxalement, en face, tu as un coach, je pense, qui t'a marqué aussi, Christophe Pélissier, qui lui est promu en L1. C'est un signe du destin. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ces. Et d'une, de la personne qui est Christophe Pélissier, de la réussite qu'il a comme coach, parce que si je ne me trompe pas, il est monté pour la 7e fois d'une division à une autre. incroyable. Et Amiens, justement, ça paraît logique pour toi, cette redescente après 3 années en L1? Alors pour commencer à parler du coach Pélissier, je suis vraiment content pour lui. C'est le coach, je pense, qui a marqué ma carrière. Ouais. Voilà, je vais m'envoyer un message quand j'ai arrêté, je vais envoyer un message quand il a été champion. Voilà, c'est peut-être le seul coach avec qui je vais garder des contacts après ma carrière. Mais donc, non, voilà, c'est un coach qui m'a redonné goût au football. Pareil, voilà, j'ai retrouvé le côté humain avec ce coach. Et voilà, c'est un très bon manager. C'est un coach qui arrive à garder tout son groupe concerné, les joueurs qui jouent comme les joueurs qui jouent pas. Donc voilà, franchement félicitations au travail qu'ils ont fait à lui, Olivier Lagarde, etc. Ouais. Ouais, non, je suis vraiment content pour eux. Je pense que c'est mérité. De toute façon, il n'y a rien à dire. Je pense qu'il n'y a pas de polémique pour dire que voilà que Lorient et Lens devaient monter en Ligue 1 parce qu'ils ont été les deux premiers tout le long du championnat quasiment. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire. Après, oui, c'est beaucoup plus cruel pour une équipe comme Amiens qui est quand même à 4 points de Nîmes, à 10 journées de la fin. C'est quand même très peu. Encore énormément de chances de se maintenir. Donc oui, c'est cruel. Après, c'est vrai que c'est dur de prendre de toute façon des décisions Non, bien sûr. qui vont satisfaire tout le monde avec la situation dans laquelle on vit. Mais voilà, il y avait voilà peut-être d'autres solutions exceptionnelles à prendre plutôt que faire descendre Amiens. Donc voilà, je sais qu'ils vont se battre jusqu'au bout. Après voilà, en général, bon, ça aboutit pas tout le temps Ouais. ces choses-là, ces recours malheureusement. Mais voilà, je leur souhaite en tout cas qu'ils puissent quand même rester en Ligue 1. alors, messieurs, est-ce que vous avez peut-être une dernière question pour notre invité avant de le libérer? Ça fait déjà presque une demi-heure que Jonathan est avec nous et nous fait le plaisir de revenir sur tous les moments forts de sa carrière. Avec plaisir. Peut-être Laurent, Ouais, Philippe. Jonathan, quand est-ce que tu viens nous rejoindre sur le site? Tu vas bien trouver quelques instants. Hein? Ouais, ça fait 4 ans qu'il essaye de me recruter, Laurent. Ah bah c'est le mercato qui commence, hein, Jonathan. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est Non, sûr. mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, Eh oui, souvent en rigolant, mais une franchement, boutade, non. exactement. Voilà, avec plaisir. La prochaine fois que je vais dans le Nord, je viendrai faire un tour chez ma Ligue 2, voilà, pourquoi pas passer un Bienvenue. moment avec vous. Avec plaisir. C'est vrai pour rebondir sur ce que dit Laurent, depuis Amiens, du coup, nous, on se suit, enfin, on suit ton parcours depuis Amiens. C'est vrai que tu as toujours répondu présent à nos C'est fidèle. sollicitations, Ouais. toujours sympa avec nous. Donc voilà, pour ça aussi, on voulait te remercier. Et puis écoute, on te Exactement. souhaite beaucoup de réussite donc dans tes nouveaux projets. De toute façon, je pense qu'on viendra aux nouvelles hein, d'ici quelques mois pour voir comment ça se passe pour toi. Et puis, Ouais. De toute façon, il y a des chances qu'on aille à Grenoble dans les mois prochains, puisque pour t'avouer tout, on a une agence web maintenant qui est basée où? À Grenoble. Voilà, bon, Excellent. Bizarre, hein. excellent, tu vois. Le monde est petit. Le monde est petit, donc voilà. Excellent. Faites-moi signe quand vous venez à Grenoble, c'est avec plaisir qu'on Avec ira plaisir. Voilà. boire un coup ensemble. Mais en tout cas, voilà, moi aussi, ça a été un plaisir d'être invité avec vous et toujours un plaisir aussi d'avoir échangé
avec vous. Bravo pour le travail que vous faites. Voilà, ma Ligue 2, ça a été créé il n'y a pas si longtemps et franchement, ça a bien mis en lumière le championnat de Ligue 2. Et puis voilà, ça a bien pris. Je pense que beaucoup de joueurs de Ligue 2 du coup suivent et vous soutiennent. Donc franchement, bravo et continuez comme Mais ça. c'est gentil. Merci beaucoup. En tout cas. Et puis, bonne journée. Ouais. Eh ben, au plaisir. Bonne journée, Merci Jonathan, encore. Bonne retraite. à bientôt. À bientôt. Merci. Allez, À très Ciao. vite. Ciao, Salut. Jonathan. Ciao, Jonathan. ciao, ciao. Hop. Ouais, de retour Messieurs. dans le salon, c'est ça? Ah oui, bah oui, on n'a pas les montagnes derrière nous malheureusement. Voilà, c'est austère hein, derrière chez moi ou chez Lolo. On n'a pas encore bien décoré. Hein. Ça manque un peu de décoration. Messieurs, alors rapidement, enfin rapidement ou pas d'ailleurs, on va dire, on va se laisser un bon petit quart d'heure histoire de pas faire trop long non plus. Mais bah voilà, je voulais qu'on dresse un peu nos tops et nos flops de la rédaction puisqu'on est tous les trois, c'est idéal. Peut-être je vais essayer de commencer avec Philippe. Alors j'espère que la connexion est bonne. Tout à l'heure tu as malheureusement été interrompu ou on te posait des questions. Ouais. On va essayer Est-ce de que commencer ça. avec toi. Vas-y, je t'écoute. Pour l'instant, ça passe bien. Donc, on va commencer avec les tops, évidemment. On va commencer avec le positif quand même. Qu'est-ce que tu retiens principalement de cette saison? Alors, déjà, on va dire, je veux préciser avant de te donner la parole que on va pas mettre Lens et Lorient en top. Évidemment, ce sont des tops logiques. Ils terminent premier et deuxième et on va dire qu'ils ont assumé leur statut de favoris. Donc, pour ça, c'est un grand top la saison de Lens et Lorient qui monte en Ligue 1, on le rappelle, après l'arrêt du championnat. Mais du coup, on voulait mettre en lumière d'autres équipes que Lens et Lorient. Donc, qu'est-ce que tu as choisi? Alors, moi, au niveau des équipes, mon coup de cœur de la saison, ça restera l'AC Ajaccio. Clairement, j'ai vraiment adoré les suivre cette année. Je trouve qu'il y avait un vrai projet de jeu, il y avait un super mariage entre l'expérience de certains joueurs et puis la jeunesse. La Ajaccio, c'est peut-être le club qui nous a fait découvrir le plus de joueurs cette saison. Par exemple, je pense à El Idrissi, je pense à Kuipers en attaque, je pense à Kaloulou en défense, Huard, Mathieu Huard. Enfin, c'est une énorme révélation. Et à côté de ça, il y a eu des grosses confirmations aussi, comme Benjamin Leroy. On savait que c'était un gardien excellent, mais là, il est clairement revenu à son top niveau. Coutadeur a brillé aussi. Enfin bref, la liste serait trop longue. Mais je trouve que ce qui est remarquable avec Ajaccio, c'est qu'ils ont quand même vécu une intersaison compliquée avec une rétrogradation administrative. Ça les a pas empêchés de bosser, ça les a pas empêchés de préparer la Ligue 2 quand même et d'arriver avec un effectif assez court, mais suffisant. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de blessures, il n'y a pas eu trop de soucis physiques. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est une bonne préparation aussi? Je trouve que le travail du staff technique et physique doit être salué. C'est pas rien. On sait qu'ils font des stages aussi chaque année pour souder le groupe. Ils font le GR20, ils font des trucs comme ça. Je pense que ça joue aussi dans la construction d'un collectif, dans la construction d'une équipe. Et on l'a retrouvé sur le terrain. Et pour moi, leur plus beau, peut-être la plus belle preuve, c'était cette victoire contre Lorient. J'ai pas vu une équipe mettre aussi mal Lorient cette saison que l'AC Ajaccio à domicile. Ce jour-là, clairement, c'était bluffant. Et c'est là où je me mets à leur place, je serais extrêmement frustré parce que c'était l'équipe de deuxième partie de saison, c'était les plus forts sur la deuxième partie de saison, il n'y a pas photo. Et voilà, il y avait pas de raison qu'ils continuent pas sur ce rythme-là et qu'ils finissent en trombe. Et moi, je les voyais bien, voilà, finir deuxième voire premier. Tu avais l'impression justement qu'ils montaient en puissance. Exemple, ces matchs face à Lens, face à Troyes en décembre, où on les a sentis encore un peu courts sur le plan physique. Et justement, ils ont corrigé cela. Et contre Lorient, c'était vraiment une rencontre pleine. Et ça leur aurait donné énormément de confiance. Et s'ils voyaient déjà, je pense qu'ils avaient raison. Voilà, c'est un regret et je le partage. Je pense qu'on est tous les trois d'accord. Et moi, j'ajouterais aussi le gros travail que le club a mené sur la qualité de sa pelouse. Parce que toute la première partie de saison, quasiment, la pelouse, elle était catastrophique. Et c'est peut-être aussi ce qui les a pénalisés finalement. Ils finissent troisième parce qu'à domicile, ils ont eu des moins bons résultats qu'à l'extérieur. Et je pense que vu le jeu pratiqué cette saison, cette pelouse, ça les a pas avantagés du tout. Et par contre, le club a super bien réagi, a fait tous les efforts nécessaires pour en deuxième partie de saison retrouver une pelouse vraiment convenable et bonne. Et ça aussi, c'est à saluer parce que voilà, le club aurait pu
aurait pu laisser filer ça, se dire bon bah c'est pas grave, on laisse la pelouse comme ça. Ils ont fait des vrais efforts, donc ça aussi ça a souligné. C'est vrai que bon malheureusement les barrages n'auront pas lieu, donc pour Ajaccio on imagine la frustration. Laurent, je te donne la parole pour ton top. Qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, Valenciennes. Valenciennes, alors Valenciennes est septième à la fin de la saison, 28 journées. Alors Valenciennes, je ne sais pas s'ils auraient pu intégrer le top 5, ça me paraissait peut-être un petit peu court, mais les Valenciennes ont réalisé une saison incroyable, notamment parce qu'il faut se rappeler le contexte de l'été passé. Ils arrivent en fin de cycle, Réginald Rey s'en va. Valenciennes joue depuis qu'ils sont redescendus en Ligue 2. Ça joue chaque année le maintien. Ça essaie de s'en sortir. Ça s'en sort 12e, 11e. Enfin voilà, c'est jamais brillant. Et là, Olivier Guégan arrive. Il y a un renouvellement de 80% de l'effectif. On repart sur du neuf, sur du rien. J'ai eu l'occasion en plus d'assister à leur premier match amical l'été passé. C'est vrai qu'on se disait il va y avoir du travail. Ce travail, il a été très bien fait. Olivier Guégan a su fédérer autour de lui comme il l'avait fait à Grenoble, notamment comme il l'avait fait sur Reims aussi, et ça a donné ce qu'on a vu, une équipe solidaire qui prend très très peu de buts, meilleure défense, qui en marque certes peu, mais qui était capable de gagner 1-0 sur un coup de boutoir grâce à ses joueurs, pour la plupart revanchards, Jérôme Prior, Teddy Chevalier, Baptiste Guillaume, Sissi Dalmida, Gauthier Hein, prêté par Metz, qui a été très bon aussi. Je pense aussi à une défense de fer, Maxime Spanoraou, il y avait Fred Bong. Voilà, on peut Emmanuel tous les Entim. citer. Emmanuel Entim, exactement. Des jeunes prometteurs, il y avait Brassier, notamment, Fédélé. Après, il y a aussi l'émergence de Noah Diliberto, exactement. Steve Andrieux. Enfin voilà, il y avait un groupe, et d'ailleurs Olivier Guégan s'est appelé sur un groupe restreint parce que c'est une des équipes qui a le moins consommé de joueurs, mais ça n'a pas nui à la qualité vue tout au long de la saison, et ce n'est pas un hasard si cet hiver les Valenciennois ont eu le meilleur total de points depuis leur retour en Ligue 2. Ils étaient à la traîne avec une trentaine de points, et si voilà, depuis ils naviguaient aux portes du top 5 sans jamais l'atteindre, mais sans en être jamais trop loin. Et voilà, je tenais à saluer ce VAFC qui, l'an prochain, je pense, il faudra compter avec. Tu es d'accord avec ça, Philippe? Ouais, tout à fait. Mais pareil, hein, tu le disais, hein, le travail d'Olivier Guégan, il a construit un vrai groupe, tu le sentais. Et c'est même marrant parce que c'est le club qui a continué à faire des entraînements via YouTube, qui justement a partagé ça là, pendant le confinement. Et même à travers ces entraînements vidéo, on sentait qu'il y avait un truc qui se passait entre le coach et les joueurs, entre Manu Valence qui s'occupe de la prépa physique. On sentait qu'il y avait un vrai groupe, qu'il y avait une osmose, alors que pourtant ils étaient quasiment sûrs de plus jouer, quoi. Et c'était sérieux, ça bossait, ça déconnait quand il fallait. Mais voilà, pour moi, il y a encore un travail de coach justement qui a su fédérer son groupe autour du projet, quoi. Alors pour moi, je vais vous citer mes tops. J'ai mis 2 tops, donc je serai un peu moins complet que Laurent et Philippe sur mes tops. Je vais partager un peu en deux, donc j'en ai 2. Donc c'est Clermont, évidemment. Je pense que là aussi on sera tous les 3 d'accord. Et un peu ce que tu as dit, Philippe, sur l'AC Ajaccio. Clermont était dans une énorme dynamique aussi, et on saura jamais s'ils auraient pu intégrer pour la première fois de leur histoire ces 2 premières places et monter en Ligue 1. Malheureusement, ils sont privés de barrage aussi, et franchement, bon, Clermont, c'est pas nouveau, hein, on va se répéter un peu comme l'année passée, mais une vraie qualité de jeu prônée par Pascal Gassien et partagée par l'ensemble de ses joueurs. Il y a eu encore la trouvaille Adrian Gurbic devant. Chaque année, Clermont arrive à nous sortir un buteur qui cartonne. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est vrai que Clermont, le travail qu'ils font avec un budget toujours limité, ce travail de recrutement et ce travail, cette philosophie de jeu prônée par un coach et partagée par les joueurs, voilà, moi je tenais à saluer cette très très belle 5e place, et voilà, qui aurait même pu être encore un tout petit peu plus belle, je pense. Et à l'inverse, par contre, de ce qu'on dit pour Valenciennes, qui va avoir des certitudes en misant sur la continuité, je pense, de son groupe avec Olivier Guégan. Clairement, on sait que chaque année, ils se font piller leurs meilleurs joueurs. Ce sera sans doute le cas, par exemple, d'Adrian Gurbic. On imagine qu'il sera beaucoup sollicité, que ça va être dur de le garder. Et clairement, chaque année, ils arrivent à se réinventer. Mais évidemment, c'est plus dur du coup chaque année de jouer les premiers rôles quand bon, la moitié de son équipe change. Et puis le deuxième top, c'est Chambly.
parce que même s'ils terminent, ils terminent 10e pour eux, je pense que c'est limite l'équivalent d'une montée. Hein. Quand on est un promu pour la première fois de son histoire en Ligue 2, on rappelle que Chambly, c'est un club très jeune qui n'a que 30 ans. Ils ont joué tous leurs matchs à l'extérieur. Voilà, ils ont joué tous leurs matchs à Pierre-Brisson, soit à Pierre-Brisson, soit à Charletti, ou soit à l'extérieur. Pierre-Brisson à Beauvais, Charletti à Paris. Et voilà, c'est juste exceptionnel. 30 ans, 12 accessions, aucune relégation dans leur histoire. C'est toujours le cas. Ils découvraient le monde professionnel, des infrastructures très limitées, même pour l'entraînement. Hein. On sait qu'ils ont un seul stade synthétique pour toute leur catégorie. Donc franchement, c'est un travail remarquable. Et à ce titre, on est obligé de saluer aussi Bruno Luzi, l'emblématique entraîneur qui a annoncé son départ. Est-ce que les joueurs, le président qui est son frère arriveront peut-être à le faire changer d'avis? Voilà, ces derniers jours, c'est ce qui est en train. Voilà, les joueurs, les cadres en tout cas essaient de le convaincre. En tout cas, lui, il l'a annoncé publiquement. Et pour l'instant, il a pris sa décision. Il souhaite pour lui avoir parlé, ça a l'air d'être très profond. Il a mûri ça tout au long de la saison et voilà, c'était le moment de tourner la page, je pense, en tout cas. Voilà. Voilà, en tout cas, Chambly, une saison juste extraordinaire. Ils commencent la Ligue 2 avec 6 matchs d'affilée sans prendre le moindre but, invaincus. Ensuite, ils connaissent un gros trou d'air, mais ils n'ont jamais paniqué. Et là, finalement, ils terminent 10e. Hein. Ils terminent devant des clubs comme Auxerre, Nancy, Caen. Enfin, franchement, vraiment un énorme travail cette saison de Chambly. Alors, sans Bruno Luzi maintenant, avec ou sans, mais en tout cas, si ce sera sans, on a hâte de voir ce que va donner un club comme Chambly qui était très 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 familial, voilà, s'ouvrir à d'autres perspectives et ce sera intéressant sans doute de suivre ça l'année prochaine. Plus rapidement, messieurs, les flops, parce que bon, les flops, c'est il y a eu aussi cette crise du Covid-19 qui a interrompu prématurément les championnats. Donc, c'est vrai que dresser un bilan après 28 journées, certains flops auraient peut-être pu terminer en trombe, hein, mais Philippe, qu'est-ce que tu as retenu, toi, dans tes flops? Oui, bah, typiquement, mon flop, c'est un club qui aurait pu, je pense, se sauver si la saison avait duré, c'est Le Mans. Mais je les mets quand même en flop parce que finir 19e avec une première partie de saison qui était quand même assez correcte. 15e à la trêve. Ouais, c'est ça, avec quand même un bon recrutement aussi au mercato de janvier, enfin, sur le papier en tout cas, il y a eu des bonnes choses de fait. Et la dégringolade qui continue. En fait, là où pareil, je serais supporter du Mans, je serais hyper frustré, c'est que enfin le président avait pris la décision de se séparer du coach. À mon avis, ça a été fait trop tard, ou en tout cas, si c'est pas le coach, il y avait quelque chose à changer. Moi, je reste persuadé que avec un gardien comme Thuram dans les buts après son retour de blessure, il y aurait eu des points importants qui auraient été glanés. J'ai rien contre le patron hein, qui a fait ses matchs, mais il a fait ses matchs. Mais voilà, justement, il n'a pas amené le petit truc en plus. La défense, en plus, était souvent à l'ouest. Elle avait besoin, à mon avis, de quelqu'un derrière qui avait de l'expérience pour les rassurer. L'arrivée de Chopin fait du bien, mais pas assez. En fait, Le Mans, c'est un peu l'équipe. Tout était trop tard, malheureusement. Et puis, bah, au final, franchement, moi, j'espère sincèrement que le football français saura se montrer solidaire. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais en l'occurrence, je pense que pour Amiens, comme pour Le Mans, je pense que voilà, le football français a un rôle à jouer en tout cas et se montrer solidaire dans des situations si particulières où justement c'est des clubs qui n'étaient pas du tout morts et ce serait vraiment dommage de les enfoncer encore plus alors que ils ont fait l'effort, ils ont recruté, Le Mans avait recruté justement au Mercato, c'était un club qui a un public, voilà, on parle stade, ouais. Voilà, enfin même si j'aime pas faire les différences entre des clubs, mais ça reste quand même un club important dans le football français et c'est surtout pas le moment de les enfoncer. Ouais, on rappelle que Le Mans descend à la différence de buts hein, par rapport à Niort, même nombre de points. Donc c'est cruel et c'était ultra serré. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, Philippe, autant on n'a pas parlé de Lens et Lorient dans les tops parce que c'est des tops évidents. Évidemment, on va pas non plus parler de l'US Orléans qui est dernier et qui est un flop naturel puisque voilà, retrouver l'USO 20e et en plus assez décroché. Ils avaient, attendez, je dis pas de bêtises, mais 7 points de retard. 7 points, ouais. Ouais, 7 points de retard. Donc même si attention, c'était pas mort, hein, c'était pas terminé, il restait 10 journées, mais c'est vrai qu'il y avait quand même un écart. Puis beaucoup de défaites cette saison, un peu à l'image de Toulouse en Ligue 1 qui était complètement décroché aussi. Voilà, c'est vrai que du coup on parlera pas d'Orléans dans les flops puisque c'était un flop évident. Laurent, qu'est-ce que tu veux mettre en avant?
Et ben moi, je vais mettre en avant, alors ça peut paraître paradoxal, puisque finalement, c'est un club qui a obtenu son maintien le plus tranquille depuis deux ans, hein, il faut quand même Ouais. le dire, mais c'est l'AS Nancy-Lorraine qui termine 12e avec 34 points. Mais c'est surtout parce que il y a un sentiment de gâchis, j'irais peut-être loin, mais de non-transformation d'essai. Nancy, sur la phase aller, une des équipes qui joue peut-être le mieux au foot. Et il y a des matchs où voilà, ils auraient dû prendre les 3 points. Mais ça n'a jamais fait, ou trop peu, 6 victoires. 6 victoires en 34, en 28 matchs, 16 matchs nuls. Je suis persuadé que si la saison était allée à son terme, les Nancéens auraient battu le record de matchs C'est nuls sur possible. une saison. Je suis d'accord. 21. 21, exactement, détenu par Laval, si je ne me trompe pas. Laval, exactement. Avec Denis Anco Exactement. à l'époque. Denis Anco. Et donc, voilà, ils en étaient qu'à 5, mais puis de toute façon, ils allaient finir une année où il n'y avait plus rien à espérer en haut comme en bas. Mais voilà, il a manqué ce petit truc pour transformer une saison moyenne en bonne saison. Et aujourd'hui, moi, je le mets en flop. C'est pas méchant, c'est pas pour dire que la saison a été catastrophique, mais c'est surtout, voilà, pour dire attention, l'an prochain, il faudra quand même transformer tous ces essais pour pouvoir jouer un peu plus haut. Et voilà, c'est un sentiment de gâchis. Il y avait matière, je pense, à faire mieux. Je pense que Jean-Louis Garcia, aujourd'hui, doit être le premier frustré des résultats de son équipe. On l'a senti d'ailleurs en janvier et en février, lorsque les Nancéens se faisaient rejoindre, je pense, face au Mans dans les dernières minutes. On l'a senti très agacé par des erreurs voilà, que ces joueurs n'arrivaient pas à retenir. Par contre, si à Nancy, je dois dégager un flop, pour moi, c'est Andedona Endo qui est arrivé avec un statut de meilleur buteur de l'histoire de Niort et qui, cette année, n'a marqué qu'un seul but. Voilà, c'est dommage et j'espère aussi qu'on le reverra un jour à son meilleur niveau. En tout cas, voilà, il y a matière à faire mieux et j'espère que le prochain, ça pourra le faire. À côté de ça, coup de chapeau à Jacques Rousselot qui, à lui seul, a sauvé le club l'an passé, qui est en passe de faire de même cette saison, parce qu'il n'a toujours pas trouvé ses fameux investisseurs, même si on parle beaucoup de rachats. En tout cas, pour le moment, c'est lui qui est là et qui maintient le club à flot financièrement sur ses deniers personnels. Chapeau. Pour rebondir, donc on rappelle que voilà, Jacques Rousselot a indiqué qu'il est en négociation depuis plusieurs mois. C'est le City Football Group, hein, visiblement, qui est le mieux placé pour acheter Nancy. Évidemment, la situation actuelle fait que les discussions sont un peu perturbées. Hein, donc le flou règne de ce côté-là sur la vente de la SNL. C'est ce qui plombe un peu aussi, je pense, moi, le club. C'est un peu toute cette incertitude qui pèse constamment depuis plusieurs saisons sur le côté extra-sportif. Et à mon avis, tant que ça ne sera pas définitivement réglé, c'est dur d'impulser quelque chose de vraiment très positif dans tous les domaines, en fait, que ce soit dans l'administratif comme sur le terrain. Je ne sais pas si Philippe, tu es d'accord avec ça? Si, complètement. Et d'ailleurs, pas sûr qu'un rachat, même par un groupe comme le City, soit finalement une bonne chose pour Nancy, parce que finalement, on voit que ces clubs, bah, ils ont tendance à prêter des jeunes joueurs pour les faire mûrir. Alors, dans le lot, il y en a toujours un ou deux qui vont se démarquer, mais est-ce que ça permet de construire quelque chose de stable, de solide pour les prochaines années? Je ne sais pas. Après, comme l'a dit Laurent, Jacques Rousselot, il met beaucoup d'argent, beaucoup de passion, et on peut comprendre qu'au bout d'un moment, ça devienne compliqué pour lui. Et juste pour rebondir un peu sur ce que disait Laurent aussi, l'année 2020, elle est catastrophique pour Nancy. Aucune victoire depuis le 18 janvier. Voilà, en fait, leur seule victoire en 2020, c'était en championnat, c'était le 10 janvier contre Valenciennes 1-0. Derrière, c'était soit match nul, soit défaite. Et aussi la seule équipe qui n'a remporté aucune victoire à l'extérieur cette saison. Ouais, 0 victoire, et ça, c'est ce qui les a complètement plombés aussi au classement. Et puis pour conclure, moi, mon flop, j'avais envie de mettre le Stade Malherbe-Caen. On sait, un club relégué de Ligue 1, c'est toujours difficile de digérer un retour en Ligue 2. Mais c'est vrai que cette 13e place finale, elle est assez décevante pour moi, vu la qualité de l'effectif sur le papier. Et puis surtout, voilà, ce qui est dommage pour eux, ça a été le mauvais choix d'entraîneur durant l'été. Alors, à cette époque-là, ils ne le savaient pas, évidemment, mais Rui Almeida qui a été licencié très, très rapidement. Rui Almeida qui s'est sans doute trop entêté dans son système en 5-3-2, qui convenait pas aux qualités de l'effectif. Il y a eu un point de non-retour qui a vite été atteint, et donc ils ont appelé Pascal Duprat à la rescousse. Et c'est vrai que le bilan est quand même meilleur, hein, depuis l'arrivée de Pascal Duprat, mais même avec Pascal Duprat, on n'a pas senti un
on a senti un élan au début, mais ensuite ça s'est retombé. Et puis voilà, finalement le club a obtenu tranquillement son maintien. C'est déjà une bonne nouvelle parce qu'à un moment ils étaient assez mal partis, ils flirtaient même avec la zone de relégation. Mais avec Pascal Duprat, voilà, j'attendais encore un peu plus de Caen. Je les voyais bien revenir au moins dans le top 10 et pourquoi pas jouer un peu plus les troubles faites. On a vu certains matchs très aboutis, vraiment une grosse qualité de jeu, etc. Et puis certains matchs où l'effectif passait complètement à côté. Donc voilà, cette inconstance-là, il faudra la régler la saison prochaine. Voilà, c'est un petit flop, hein, c'est pas un énorme flop, mais c'est juste que voilà, j'ai trouvé la saison globalement de Caen assez décevante. Je sais pas si vous partagez mon avis ou pas. Si, et moi je suis même très inquiet pour des clubs justement comme Caen et Guingamp qui sont descendus et qui ont en plus une masse salariale assez élevée, qui ont des joueurs qui ont été habitués au confort entre guillemets de la Ligue 1, qui n'ont pas su se mettre au niveau de la Ligue 2 ou dans l'état d'esprit de la Ligue 2 pour tout le monde en tout cas. Et là, le problème, c'est que derrière, il va falloir absolument réussir le prochain mercato, la prochaine intersaison. Sauf que c'est compliqué quand tu as vu le contexte en plus actuel, quand tu as des joueurs qui ont des salaires qui ne retrouveront probablement pas ailleurs en tout cas, et qui en plus ont pas performé comme ils auraient peut-être dû. Donc je pense que l'intersaison va être très importante pour ces deux clubs et elle peut s'annoncer complexe. Xavier Gravelaine, le nouveau directeur du football, annonce que Guingamp jouera la montée l'an prochain. Voilà. Oui, bien sûr. Après, c'est logique. C'est logique. Oui. Pour les clubs comme Guingamp, Caen, ils se doivent d'être ambitieux. Et surtout qu'avec la montée de Lancer Lorient, ça va annoncer quand même un championnat assez plus ouvert. Ouvert que jamais. Voilà. Il y a Auxerre. Ouais. Valenciennes. Valenciennes, Clermont, Ajaccio. 3, on n'en a pas parlé. Mais... Grenoble qui est sur une phase ascendante et qui aimerait un jour se. Non, mais ça va encore être passionnant. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, on n'a même pas parlé de 3 dans les tops, c'est vrai que je m'en rends compte, mais le travail de Laurent Batles, c'est exceptionnel. Première saison sur un banc pro. Voilà, vrai outsider aussi pour la saison prochaine parce que j'en ai parlé la semaine dernière, non? Ou c'était dans le live, Laurent, je sais plus. C'était sur vrai. Mais du coup, beaucoup de joueurs ont signé 3 ans. Je pense à Gauthier Gallon, Maxime Barthelmé, Florentin Dieu. Et donc, vrai projet sur le moyen terme pour 3. La montée, c'était pas obligatoire dès cette année, c'était plutôt pour l'année prochaine. Et ouais, 3 qui a fini 4e et qui fera sans doute partie des gros favoris la saison prochaine. Ajoutons le Havre, parce que sinon sur Twitter, il y a les Havrais qui vont pas être contents. Mais ceci dit, ils auront raison, parce que le Havre, avec la vente de Kadewere, pour le coup, c'est un club qui peut plus facilement voir venir que les autres, et qui, en l'occurrence, aura peut-être un peu de marge de manœuvre pour le prochain mercato. Donc, en tout cas, s'il y a de la stabilité, le Havre, même voire Sochaux, peuvent faire partie, et c'est pour citer tout le monde, peuvent faire partie des équipes. Le Havre, non, mais c'est vrai que le Havre, on sait toujours que ça navigue entre la 4e et la 8e place depuis quelques saisons. Voilà, on sait toujours qu'ils font partie des outsiders. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à franchir ce palier pour véritablement s'imposer comme un candidat jusqu'au bout. Mais voilà, je pense qu'on a été assez complet, messieurs, sur ces petits tops et flops. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau podcast. En attendant, toute l'actualité de la Ligue 2, vous la retrouvez sur maligue2.fr. Podcast qui sera normalement consacré un peu plus au mercato. Ouais, normalement. Voilà. Alors on va pas trop s'avancer. Normalement, c'est calé, etc. Après, voilà, on vous garde la surprise de qui ce sera. Mais ouais, forcément, on va parler un peu plus de mercato les prochaines semaines puisque c'est 100 matchs. Hein, les matchs sont terminés, donc c'est ce qui va évidemment nous intéresser. Laurent, Philippe, merci beaucoup pour votre participation. On remercie encore Jonathan et également d'avoir été avec nous en première partie de l'émission. Bonne journée, bonne soirée en fonction de quand vous écouterez ce podcast. Et à bientôt. Salut. Ciao. Salut.